Taiyo est un orphelin pathétique qui a réussi à devenir le meilleur ami de la nana la plus sexy qui se trouve être issue de la famille d'assassins la plus forte. Cependant, tout change lorsqu'il apprend que sa vie est en danger. Alors il l'épouse pour survivre et surtout afin de pouvoir lui claquer les melons durant la nuit. Quelques jours après que Taiyo ait perdu toute sa famille dans un terrible accident de voiture, alors qu'il regarde leurs photos pendant les funérailles, il réalise à quel point il est facile de perdre ce qu'on aime, et retire immédiatement sa main de celle d'une amie d'enfance nommée Mutsumi. Cependant, elle lui reprend la main et lui promet d'être là pour lui, quoi qu'il arrive, ce qui le pousse enfin à laisser couler les larmes qu'il retenait. À l'école, plusieurs semaines plus tard, Mutsumi vient lui apporter son déjeuner et, lorsqu'elle lui demande pourquoi il s'efforce encore autant de repousser tout le monde, il lui dit de garder son numéro de mère attentionné pour quand elle sera devenue la maman d'un Lacoste TN. Malgré sa tentative évidente de la faire fuir, elle ne lui laisse pas le choix et il doit accepter sa nourriture. Alors il la remercie avant de lui demander pourquoi elle a refusé le capitaine de l'équipe de football. À ce moment-là, le vice-principal, qui a manifestement passé trop de temps à regarder Men in Black, arrive pour voler une bouchée et exprime à quel point il est obsédé par la cuisine de Mutsumi. Lorsqu'elle lui demande comment il est déjà revenu si vite de son voyage de conférence, Kyoichiro prétend qu'il a tout fait pour être près d'elle et dit à Taiyo de venir le voir après les cours avant de partir. Quelques heures plus tard, Taiyo se retrouve dans son bureau, se demandant pourquoi l'aspirant agent secret est assis si près de lui alors qu'il y a une chaise de bureau parfaitement utilisable à côté. L'instant d'après, Kyoichiro lui montre toute une galerie de photos de Mutsumi, mais le vrai choc survient lorsqu'il lui montre une vidéo où il a failli envoyer le capitaine de l'équipe de football rejoindre ses ancêtres. Alors que Taiyo envisage de crier à l'aide, Kyoichiro lui colle un couteau sous la gorge et lui dit qu'il ne supporte pas la relation qu'il entretient avec Mutsumi. Soudain, une fille déguisée en momie avec du papier de toilette saute par la fenêtre et Taiyo appuie aussitôt sur le bouton de rappel pour se réveiller et se retrouver entouré de Mutsumi et d'une bande de cinglés qui semblent s'être échappés du laboratoire de Frankenstein. Après avoir sauté du canapé et exigé de savoir ce qui se passe, Mutsumi lui explique qu'ils sont tous ses frères et sœurs et précise que chaque membre de la famille est un espion surpuissant. Alors que Kengo essaie de leur parler de la réputation de Kyoichiro en tant que tueur numéro 1 du pays, le système d'alarme les avertit de son retour. Alors Futaba va droit au but et dit à Taiyo qu'il doit épouser Mutsumi, car c'est la seule façon d'empêcher Kyoichiro de le tuer. Lorsque Mutsumi refuse et dit qu'ils ne peuvent pas simplement lui imposer une famille alors qu'il vient de perdre la sienne, ils décident tous de retenir Kyoichiro, pendant qu'elle et Kengo s'enfoncent plus loin dans la maison pour cacher Taiyo. Cependant, quelques minutes plus tard, Kyoichiro les rattrape et dit à Mutsumi d'arrêter d'essayer de le protéger. Après qu'elle et le chien aient tenté d'attaquer, il libère ses toiles de fer pour les capturer tous les deux et arrache le déguisement que Kengo utilisait pour faire croire qu'il est Mutsumi. Il dit ensuite aussi à Mutsumi d'abandonner le déguisement de Taiyo et d'accepter qu'il est le seul à pouvoir la protéger. Au moment où elle décide d'accepter son obsession psychotique de la protéger, Taiyo sort du tableau et dit qu'il est prêt à l'épouser. En voyant qu'il est vraiment sérieux, elle déverrouille la seconde moitié de sa bague et la lui lance, mais Kyoichiro active à nouveau ses toiles d'acier pour arrêter Taiyo. Malgré cela, il parvient à se faufiler à travers les toiles pour attraper la bague et devient officiellement le mari de Mutsumi avant que les autres n'arrivent et ne le félicitent pour son entrée dans la famille. Le lendemain matin chez lui, Kyoichiro lui souhaite également la bienvenue dans la famille avec une nouvelle tentative de meurtre, avant de le forcer à subir une séance de danse éprouvante avec ses toiles de fer. Heureusement, Mutsumi arrive juste à temps pour l'arrêter. Mais soudain, Kyoichiro les attrape tous les deux et saute par la fenêtre pour éviter une bombe mortelle qui réduit instantanément toute la maison en ruine. Lorsque Taiyo demande si cela faisait partie de sa façon de dire bonjour, Kyoichiro répond qu'il s'agissait en réalité d'une tentative d'assassinat contre Mutsumi, avant de les emmener dans une limousine. Il explique ensuite à Taiyo que sa vie sera toujours en danger car, contrairement aux PNJ sans valeur avec lesquels il traîne habituellement, elle est l'actuel chef de leur famille et prendra bientôt le contrôle du monde souterrain des assassins et des espions. Kyoichiro explique en outre que leur lignée a été composée d'humains dotés de pouvoirs surnaturels au fil des siècles, à l'exception d'un membre très ordinaire qui apparaît à chaque génération et qui finit par être celui qui transmet le gène donnant naissance à la prochaine génération d'assassins surpuissants. Comme Mutsumi est actuellement la porteuse de ce gène et chef de famille par défaut, Kyoichiro lui dit qu'il est de la responsabilité de chaque membre de la famille de la protéger coûte que coûte. C'est alors qu'un groupe d'assassins du milieu commence une attaque en plein jour pour l'éliminer, et Taiyo manque de se faire dessus alors que la limousine est criblée de balles. Mais Mutsumi lui dit de ne pas s'inquiéter, car leur chien, Goliath, est un excellent conducteur. Tandis que Taiyo se met à prier comme un exorciste qui vient de voir le diable, Kyoichiro fait une pause dans son thé pour régler l'affaire. Après avoir utilisé sa technique de toile de fer pour transformer leurs ennemis en barbecue humain, il remonte dans la voiture et annonce à Taiyo qu'un poseur de bombes en série vise Mutsumi,
avant de lui confier sa première mission, la garder en vie pendant toute une journée. Il explique ensuite que le poseur de bombes aime annoncer ses actions sur Twitter, puis il remet une arme à Taiyo en lui promettant qu'il ne reverra pas sa famille si jamais il arrive quoi que ce soit à Mutsumi. Alors que Taiyo passe le reste de la journée à fouiller toute l'école à la recherche de quoi que ce soit de suspect, il commence à remarquer à quel point Mutsumi est attentive à son environnement et devient encore plus déterminé à la protéger. Cependant, à peine quelques minutes après le déjeuner, il oublie un instant d'être un asocial bizarre et accepte un morceau de chocolat de la part de ses amis avant que la réalité ne le rattrape. Quelques instants plus tard, il se réveille dans le bureau du conseil des élèves et Mutsumi lui explique que l'infirmerie était fermée juste avant qu'il n'aperçoive une bombe attachée au plafond. Après l'explosion, ils survivent heureusement grâce à sa réactivité. Mais il se rend vite compte que le poseur de bombes a dû la suivre à travers chacun de ses déplacements. En voyant la dernière bombe placée dans sa chemise, il décide de se sacrifier pour la protéger. Mais après qu'il ait sauté, Kyoichiro la désamorce et le félicite d'avoir respecté la mission. Une fois de retour à l'intérieur, le reste de la famille arrive et explique qu'il s'était en fait faufilé sur le campus pour aider Taiyo puisque c'est sa première mission. Shinzo fait alors tomber le poseur de bombes et Kyoichiro l'enroule avec la bombe avant de le lancer dans les nuages pour offrir un feu d'artifice au reste du groupe. Après avoir passé la nuit dans le manoir de la famille de Mutsumi, Taiyo se rend dans la chambre de Futaba pour la remercier de son hospitalité et lui demander de l'entraîner afin qu'il puisse vraiment protéger Mutsumi le moment venu. Lorsqu'elle lui dit d'arrêter de croire qu'il pourra un jour atteindre leur niveau, il affirme tout de même être prêt à tout. Elle lui montre alors une infime partie de ses capacités en le faisant tournoyer comme une poupée de chiffon. Elle décide alors de lui faire découvrir l'entraînement spécial de leur famille, mais précise qu'il devra d'abord vivre avec eux pendant un mois entier. Il accepte facilement la condition, puisqu'il est techniquement déjà sans domicile. Mais après avoir failli se faire empaler par un piège dans le sol, elle s'excuse de ne pas lui avoir dit que tout le manoir est en réalité une immense machine à tuer qui lui réservera une place au cimetière s'il ne devient pas fort le plus vite possible. Le lendemain, il essaie d'ignorer le réveil pour grappiller quelques minutes de sommeil en plus et manque de finir en bacon humain lorsque celui-ci explose. Quelques instants plus tard, à la table du petit déjeuner, il demande à Mutsumi comment elle a survécu sans pouvoir. Ils expliquent alors tous que le système informatique du manoir n'attaque pas les membres acceptés de la famille. À ce moment-là, il commence à se plaindre de maux d'estomac et en apprenant qu'ils ajoutent aussi un peu de poison dans chaque repas pour développer une tolérance, il file aux toilettes pour se retrouver face à un système de sécurité venu du futur. Après 3 semaines à lutter pour survivre, il commence à s'habituer au manoir de la mort, ce qui surprend tout le monde car il leur avait fallu au moins quelques mois d'entraînement pour s'adapter au piège. Un matin, pendant le petit déjeuner, il demande à Mutsumi de lui passer le lait comme d'habitude, mais après une seule gorgée, le poison le rattrape. Il court donc aux toilettes pendant que les autres essaient d'empêcher Mutsumi de culpabiliser d'avoir failli lui faire fondre les entrailles. À ce moment-là, ils entendent tous Kengo l'appeler et le trouvent évanoui près de la porte. Nanao l'emmène alors rapidement au laboratoire pour s'assurer qu'il va bien. Dès qu'il reprend connaissance et affirme aller parfaitement bien, Futaba lui dit d'arrêter de faire semblant et arrache le faux corps qu'il a obtenu de Kengo, avant de déclarer qu'elle sait déjà qu'il reçoit de l'aide des autres pour faire croire qu'il devient plus fort tout seul. Elle exprime ensuite sa déception envers Nanao pour l'avoir laissé faire quelque chose d'aussi stupide. Et lorsqu'il essaie de prendre la responsabilité, elle ajoute une commotion cérébrale à la liste de ses problèmes de santé et lui dit qu'il doit y aller doucement avant de lui donner un livre datant de ses débuts à l'entraînement. Quelques jours plus tard, à peine, il se rétablit complètement grâce à l'expertise médicale de Nanao et parvient aussi à déchiffrer le code dans la salle de bain. Ils le félicitent donc tous, avant que sa bague ne se mette soudainement à briller. En le voyant, ils expliquent que le manoir l'a accepté comme membre de la famille. Futaba accepte donc de commencer sa formation d'assassin, puisqu'il a prouvé qu'il en était digne. Alors qu'il marche vers la classe avec Mutsumi au début de la semaine suivante, Taiyo sent une balle de baseball foncer droit sur la tête de Mutsumi et l'attrape sans même regarder, ce qui pousse l'entraîneur de l'équipe de baseball à penser qu'ils viennent de trouver la solution à leurs années d'échecs. Quelques heures plus tard, ils montent tous les deux sur le toit pour déjeuner. Mais il remarque alors le regard étrange qu'elle lui lance et lui demande s'il a fait quelque chose. Après lui avoir dit de faire attention à la façon dont il utilise ses compétences en public, elle lui explique que toutes les filles ont commencé à l'appeler le ninja de chez Walmart à cause de sa démarche silencieuse. De retour à la maison cet après-midi-là, il la rejoint dans le bureau familial pour s'occuper d'une tonne de paperasse. Et lorsqu'il lui demande pourquoi elle est la seule à s'en occuper, elle lui rappelle qu'elle est la chef de famille, avant de remarquer que Kengo a oublié d'ajouter une certaine pièce jointe à leur rapport hebdomadaire. Quelques instants plus tard, ils arrivent dans sa chambre et manquent de s'évanouir à cause de l'odeur de son énorme pile de linge, avant qu'ils ne sortent la tête du sommet pour demander ce qu'ils veulent. Mutsumi lui demande alors pourquoi il fait toujours semblant d'oublier le rapport, et il lui répond en sortant son déjeuner et en lui disant de le faire elle-même si c'est si important. Taiyo essaie immédiatement de trouver le rapport lui-même, pour qu'il puisse en finir au plus vite.
Mais alors, Kengo saute hors de la pile, son AK-47 à l'air et dit qu'il ne mérite pas le stress du travail. Lorsqu'elle lui dit de continuer sa tirade en remettant son pantalon, il lui rappelle qu'elle jouait encore dans le bain avec lui il y a à peine quelques années avant de devenir une milf d'âge moyen piégée dans le corps d'une badice. Cela fait perdre son sang-froid à Mutsumi qui décide alors de le discipliner. Mais il utilise rapidement sa compétence de clonage pour tromper Taiyo avant de s'enfuir de la pièce. Cependant, Mutsumi décide de mettre tout le manoir en mode confinement pour s'assurer qu'il ne puisse pas s'échapper. Pendant ce temps, Shinzo vient de commencer une mission top secrète pour infiltrer une entreprise de fausses monnaies. Mais après avoir sécurisé la plaque utilisée pour fabriquer les faux billets, les systèmes d'alarme du bâtiment se déclenchent. De retour au manoir, Mutsumi et Taiyo commencent à envisager d'abandonner car ils ont déjà cherché partout. Mais ils le voient alors caché à l'intérieur d'un tableau. Taiyo essaie immédiatement de l'attraper et finit par être trop rapide pour Mutsumi. Mais après qu'elle l'ait rattrapé et vu qu'il s'est échappé dans une bouche d'aération secrète, elle en a assez et désactive le mode confinement. Elle décide alors de chercher le rapport avec Taiyo. Mais dès qu'ils entrent dans sa chambre, elle lui passe une menotte au poignet et lui dit d'abandonner le déguisement. Lorsqu'il lui demande de quoi elle parle, elle lui dit d'arrêter de faire semblant, car il a forcément capturé le vrai Taiyo et mis le déguisement pour qu'elle arrête le confinement. Après qu'elle lui ait dit que Taiyo n'entrerait jamais dans une pièce avant elle, Kengo abandonne le déguisement et admet qu'elle n'est plus la petite sœur écervelée avec qui il jouait autrefois. Plus tard dans la journée, elle sert à Taiyo un délicieux repas et il la remercie de lui avoir enfin donné de la nourriture normale, avant que l'incroyable quantité de cyanure qu'il contient ne fasse effet. À ce moment-là, il entend le téléphone et décide de répondre pour se faire exploser les tympans par les hurlements de Shinzo. Après que Mutsumi soit passé à un appel vidéo, il la supplie de l'aider, car il vient tout juste de tomber à court de munitions au pire moment possible. Elle dit alors à Taiyo qu'il est un bébé sans colonne vertébrale, sans ses armes à feu, et lui dit qu'il doit aller aider. Quelques minutes plus tard, Taiyo entre dans le bâtiment. Mais alors qu'il essaie de trouver Shinzo, un garde le repère et commence à lui poser des questions tout en pointant une arme sur sa tête. Grâce à l'entraînement aux armes que Shinzo lui a donné, il désarme le garde et le met hors d'état de nuire avant de neutraliser également les autres dans cette section. Dès qu'il trouve Shinzo, le geek accro aux armes commence à serrer un pistolet dans ses bras. Mais tous les sbires de l'établissement débarquent alors, donc il reprend son rôle et les élimine comme une version déjantée de John Wick. Cependant, en essayant de s'enfuir, Taiyo se fait tirer une balle en plein dans la cuisse. Et après qu'il s'effondre, le sniper menace de lui faire sauter la cervelle si Shinzo ne se rend pas. Au moment où il lâche le pistolet, Taiyo lui lance une fourchette, qu'il utilise alors pour détruire le fusil du sniper avant de l'éliminer. Alors qu'il finit par ramener Taiyo chez lui, un détective nommé Seigi découvre l'établissement et tente d'interroger le seul garde que Shinzo a laissé. Mais celui-ci refuse de dire un mot, alors Seigi lui éclate le crâne et décide de se concentrer sur Taiyo. Quelques nuits plus tard, il aperçoit Taiyo rentrant chez lui et lui propose une petite discussion amicale au commissariat. Une fois dans la salle d'interrogatoire, il sort des photos de toutes les récentes escapades de Taiyo et lui demande des détails sur les personnes avec qui il travaille, car il n'y a aucune chance qu'un abo à l'esprit lent comme lui puisse réussir autant de missions tout seul. Quand Taiyo prétend ne pas savoir de quoi il parle, il drogue tranquillement un verre d'eau juste devant lui et le lui fait avaler de force. Mais, pour une raison quelconque, Taiyo s'y attendait déjà. Cependant, après s'être débarrassé de l'eau, Seiji tente de l'attaquer avec un marteau, alors il saute en arrière et atterrit sur un tas de corps. Alors que Seigi menace ensuite de lui fracasser le crâne, il refuse toujours de leur dire quoi que ce soit sur la famille de Mutsumi et affirme qu'il préfère rejoindre ses parents au paradis. Seigi décide alors d'exaucer son souhait, mais après avoir brisé le mur, Kyoichiro sort et lui ordonne d'arrêter le test. Taiyo demande immédiatement ce qu'il veut dire, alors il révèle que Seigi est celui qui efface leurs traces en échange de leur aide pour satisfaire son fantasme tordu d'être une version psychotique de Batman. Après avoir dit qu'il ne s'attendait pas à ce que Taiyo tienne 2 secondes, Seigi essaie de demander de l'aide à Kyoichiro, mais ce pervers obsédé par sa sœur prétend avoir une mission urgente et s'en va. En classe le lendemain, Taiyo remarque une étrange vague de fatigue envahir son corps avant que Kyoichiro n'entre et annonce qu'il va remplacer le professeur pour leur premier cours. Dès qu'il commence à enseigner, Taiyo essaie de piquer un somme et manque de se faire ouvrir le 3e œil par une craie supersonique, mais il esquive au dernier moment. Kyoichiro utilise alors le code Morse pour lui dire qu'il doit rester éveillé pendant le reste du cours, même s'il a l'impression que ses paupières pèsent 50 kg. Après avoir expliqué qu'il doit maîtriser l'état de demi-éveil pour s'assurer de pouvoir se battre à tout moment, Mutsumi rejoint leur conversation en Morse et lui dit d'arrêter d'essayer de transformer Taiyo en machine à tuer. L'instant d'après, il libère un gaz spécial qui endort tout le monde. Mais heureusement, Mutsumi avait son masque à gaz à portée de main, donc elle reste consciente et continue d'essayer d'arrêter Kyoichiro. En voyant la tête de Taiyo baisser, Kyoichiro tente de l'attaquer à nouveau avec une des craies, mais Taiyo active l'état de demi-éveil pour se protéger. Kyoichiro passe alors le reste de la journée à l'entraîner à le maîtriser.
Mais plus tard dans la nuit, Taiyo finit par effrayer Shinzo avec son somnambulisme violent. Quelques nuits plus tard, Shine termine un marathon de jeux vidéo de 3 jours et essaie de prendre un repos bien mérité. Mais un hacker inquiétant parvient soudainement à franchir son pare-feu. Alors elle se relève pour s'assurer qu'il n'accède à aucune donnée précieuse. En quelques secondes, elle pénètre dans le système du hacker et tente de tout arrêter, mais celui-ci s'échappe à la dernière seconde avec une série de photos de Taiyo. Tôt le lendemain matin, elle se traîne hors de sa chambre pour en parler à Taiyo et Mutsumi. Mais après avoir dit qu'ils n'ont plus rien à craindre, elle se demande comment le hacker a pu entrer, car seuls les membres de la famille possèdent la clé d'accès pour franchir le pare-feu. Quelques instants plus tard, en se rendant à l'école, Taiyo échappe de justesse à une attaque soudaine et aperçoit la mystérieuse hackeuse en train de les suivre. Il s'enfuit alors avec Mutsumi et attend dans une ruelle pour lui tendre une embuscade. Cependant, elle le surprend en attaquant depuis le toit avant de lui déclarer son amour, lui demandant gentiment s'il pourrait rester immobile pour qu'elle puisse lui arracher le cœur de la poitrine. À ce moment-là, Mutsumi reconnaît Ayaka et explique à Taiyo qu'elle est une célèbre tueuse à gages qui ne s'en prend qu'aux garçons qu'elle trouve attirants afin de les bourrer d'aiguilles pour leur prouver son amour psychotique. Lorsqu'il lui demande pourquoi diable elle s'intéresserait à lui, elle affirme que ce fut le coup de foudre dès qu'elle a vu une vidéo de lui sur le dark web. L'instant d'après, elle neutralise un autre assassin qui le visait, puis lui montre une prime qui a été rendue publique, et déclare qu'elle doit percer des trous dans sa saucisse avant que quiconque d'autre ne le fasse. Après qu'il ait calmement refusé l'offre, en expliquant qu'il doit rester en vie pour Mutsumi, Ayaka lui dit d'être reconnaissant envers Kyoichiro car, bien que ce soit lui qui lui ait donné la clé d'accès pour voler des fichiers sur Taiyo, il lui a fait promettre de ne pas toucher à sa précieuse sœur. Elle montre alors une petite partie de ses capacités et promet de revenir avant de s'enfuir. Dès le lendemain, elle rejoint sa classe en tant que nouvelle élève et reprend immédiatement l'opération « Éliminer mon crush ». Cependant, malgré le reste de la semaine passée à essayer de lui tendre des embuscades, il esquive facilement toutes ses attaques et finit même par agir comme si elle n'existait plus. Tout cela prend fin un après-midi en classe, lorsqu'elle décide soudainement de transformer tout le monde en zombie sans esprit. Après que tous l'ont immobilisé, Mutsumi essaie de le défendre, mais l'assassin de la ruelle fait alors son apparition pour se venger. L'instant d'après, Mutsumi la repousse et manque de peu de prendre une balle dans la tête avant que Taiyo n'utilise son pistolet paralysant pour assommer l'assassin. Ayaka demande alors pourquoi elle l'aurait sauvé, et Mutsumi répond que c'est parce qu'elle est heureuse que quelqu'un d'autre puisse voir à quel point Taiyo est incroyable. Cela pousse Ayaka à devenir instantanément obsédée et fait de Taiyo la troisième roue du carrosse lors de leur retour à la maison. Quelques jours plus tard, Nanao appelle Taiyo en plein entraînement pour lui parler de sa mission actuelle, neutraliser une arme biologique top secrète capable d'anéantir toute vie dans la petite ville. Lorsque Taiyo lui demande s'il compte éliminer les scientifiques travaillant dans le laboratoire, Nanao explique que sa mission consiste simplement à s'assurer que la bombe toxique ne voit jamais le jour. Il procède alors à l'avaler et dit à Taiyo de venir le sortir du laboratoire, car son corps s'arrête dès qu'il active ses capacités de destruction de poison. Quelques minutes après avoir perdu connaissance, Taiyo trouve le laboratoire, mais devient méfiant en voyant que la plupart des gardes ont déjà été neutralisés. L'instant d'après, il aperçoit deux assassins nommés Sui et Oga, et se prépare immédiatement à se battre. Cependant, Sui explique qu'ils sont des espions d'élite du gouvernement envoyés pour détruire le laboratoire, et Oga commence immédiatement à s'extasier parce que Taiyo est apparemment devenu une célébrité dans le milieu souterrain. Après que Taiyo décide de les aider à éliminer tous les autres dans le laboratoire, ils finissent par retrouver Nanao. Mais lorsque Taiyo se précipite pour vérifier son état, Oga l'attaque et lui dit de rester en arrière, car ils doivent éliminer Nanao pour s'assurer que le poison ne s'échappe jamais. Au moment où Taiyo se place devant son corps pour les repousser, Sui déclenche une technique supersonique qui détruit son arme et le laisse paralysé, couvert d'innombrables coupures sur tout le corps. Il promet alors de rendre les derniers instants de Nanao indolores, mais ce dernier se réveille à la dernière seconde et assure à Sui que le poison a été neutralisé. Après lui avoir montré un patch anti-poison pour le lui prouver, Sui décide de l'épargner et remet une pommade spéciale pour les blessures de Taiyo, avant de dire qu'il serait inutile de sauver un faible aussi pathétique. Le lendemain, au manoir, Kyoichiro décide de faire mijoter Taiyo à petit feu pour avoir déshonoré la famille. Mais Nanao et Mutsumi arrivent juste à temps pour le sauver. Lorsqu'il leur demande d'arrêter et affirme qu'ils méritent en réalité d'être punis pour avoir eu un impact négatif sur la réputation qu'ils se sont bâtis dans le milieu souterrain, Kyoichiro lui dit d'arrêter de penser qu'un bon à rien sans talent pourrait faire cesser la crainte qu'il inspire. Il lui propose alors de l'épargner s'il parvient à se racheter en devenant meilleur que Sui. Quelques jours plus tard, dans un train, Sui le remarque et affirme qu'il a pu sentir l'absence d'aura à des kilomètres à la ronde. Après que Taiyo ait admis être un faible et ait dit qu'il comptait le suivre jusqu'à ce qu'il apprenne assez pour devenir plus fort, Sui lui dit d'abandonner car il ne pourra jamais le suivre. Dès qu'ils arrivent à l'arrêt, il active sa compétence de vitesse lumière pour se déplacer sans être détecté.
Mais Taiyo trouve rapidement un moyen de le suivre, alors Sui arrache ses vêtements pour l'occuper. Malgré cela, Taiyo passe les semaines suivantes à les suivre, lui et Oga, lors de chaque mission, et refuse d'abandonner, même s'il se retrouve exposé bien plus de fois qu'il ne peut les compter. Quelques jours plus tard, il parvient enfin à terminer une journée entière avec ses vêtements encore intacts. Mais alors, Sui décide qu'il est temps de mettre fin à leur étrange jeu de chat. Après avoir promis d'en finir rapidement, il fonce, mais Taiyo l'arrête étonnamment en plein milieu de l'attaque, car les innombrables déshabillages lui ont permis de maîtriser le rythme des coups de Sui. Il envoie alors le petit destructeur de l'autre côté du cimetière, ce qui pousse Sui à admettre qu'il a effectivement du potentiel. Alors qu'Oga commence à soigner ses blessures et le félicite, Sui décide d'arrêter de le traiter comme un véritable déchet. Quelques jours plus tard, Mutsumi oblige Taiyo à la suivre au parc avec assez de provisions pour un buffet à volonté. Il essaie alors de deviner ce qu'elle a prévu et reçoit le choc de sa vie lorsqu'elle retrouve Sui et le salue comme s'ils étaient de vieux amis. Lorsqu'il demande comment ils se connaissent, Mutsumi lui rappelle que tout le monde dans le milieu souterrain s'est déjà croisé à un moment ou à un autre. Après avoir dit qu'il devrait garder les bavardages pour la rencontre avec son patron, Sui les emmène dans un café et commande un milkshake qui ressemble à un danger biologique. Cependant, le caissier commence immédiatement à l'enregistrer. Mais au lieu d'un milkshake, ils sont précipités dans une trappe. Et tandis que Sui profite de l'occasion pour montrer à Mutsumi comment agit un vrai homme, Taiyo se bat pour rester en vie jusqu'à ce qu'ils atteignent le bas. À ce moment-là, il est sauvé d'un rocher par une méchante qui a plus de lait que Nico Robin. Quelques instants plus tard, Rin commence à dévorer tous les gâteaux qu'ils ont apportés, pendant que Mutsumi explique qu'elle est la chef de l'escouade d'élite de Sui, et qu'elle était aussi dans la même classe que Kyoichiro. Au moment même où Rin lui dit de ne pas mentionner le nom de ce taré d'assassin devant elle, il fait irruption à travers le mur et exige la libération de Mutsumi. Rin lui dit alors qu'elle est venue toute seule parce qu'elle en avait marre d'avoir un frère qui essaie sans cesse de faire des trucs bizarres. L'instant d'après, ils commencent à se battre, détruisant peu à peu tout l'étage. Alors Sui essaie de les arrêter, mais se fait éjecter sur le côté comme une mouche sans valeur. Quand Mutsumi s'interpose soudainement entre leurs coups pour les arrêter, Taiyo lui pousse la tête vers le bas et se fait pulvériser les pommettes au passage. Cependant, cela pousse Rin à réaliser qu'il est digne de confiance, alors elle lui demande de l'aider à découvrir les plans d'un politicien qui est récemment devenu le favori de la nation, malgré le fait qu'il s'habille comme la mascotte de KFC et qu'il soit obsédé par la danse. Elle lui parle aussi des triplés assassins qui travaillent pour lui et explique qu'ils ont besoin de quelqu'un de nouveau dans le milieu, car Yoshimasa remarquerait facilement n'importe quel membre de son équipe ou l'un des frères et sœurs de Mutsumi. Lors d'un rassemblement le lendemain après-midi, Yoshimasa présente sa nouvelle assistante à ses partisans. Et alors qu'ils dansent tous, Taiyo commence à regretter d'avoir choisi un déguisement féminin pour la mission. Au cours des jours suivants, il observe attentivement Yoshimasa et ses triplés assassins afin de déceler le moindre indice sur leur plan. Mais il continue simplement à l'horrifier avec leur danse épouvantable. Lorsque Yoshimasa commet l'erreur de le forcer à danser avec eux, il se rend enfin compte qu'ils utilisaient le code Morse depuis le début et apprend rapidement tous les détails de leur plan pour faire exploser toutes ces opérations. Quelques jours plus tard, il se prépare pour une réunion avec toutes les personnalités publiques qui ne l'ont pas soutenu et il attend patiemment qu'elle monte sur scène avant de déclencher la bombe. Mais tout le monde est choqué lorsque l'explosion se produit dans la fontaine à la place. L'instant d'après, Yoshimasa pointe son arme vers Taiyo et dit qu'il a toujours su avant d'appuyer sur la gâchette. Après avoir déclenché une seconde bombe qu'ils avaient installée à la dernière minute, toute la salle se retrouve couverte de peluches et Taiyo se relève pour dire qu'il n'est pas le seul à avoir plus d'un tour dans son sac. Les triplés se préparent alors à l'attaquer, mais Sui détruit leurs armes en un instant, alors ils prennent la fuite. Quelques minutes plus tard, Taiyo se retrouve dans un bus, observant Yoshimasa, alors qu'il le transporte vers un centre pénitentiaire. Mais soudain, le clown légèrement enceinte déclare que l'accident qui a détruit sa famille était prémédité. Dès que Taiyo commence à demander la vérité, Sui l'appelle pour lui dire que le Premier ministre a été kidnappé après l'explosion de la seconde bombe. À ce moment-là, Yoshimasa dit qu'il doit partir et laisse tomber une boucle d'oreille qui fait exploser tout le bus. Après que Taiyo ait réussi à s'extraire, Sui lui révèle que Yoshimasa était en réalité un assassin comme eux avant de disparaître soudainement il y a des années, faisant croire à tout le monde qu'il était mort. Quelques minutes plus tard, il rejoint le Premier ministre sur le lieu de l'enlèvement pour une diffusion en direct à toute la nation. Et après avoir retiré son déguisement, il avoue d'innombrables meurtres et ordonne au ministre d'avouer les siens ou de recevoir une balle dans la tête. Au moment où le ministre lui dit d'en finir, Taiyo met fin à la diffusion en tirant sur la caméra. Il dit alors à Yoshimasa de se rendre, mais ce dernier refuse et explique à Taiyo que son arme est inutile car il n'est pas assez proche. Dès qu'il fait voler l'arme, Taiyo fonce pour le plaquer au sol, mais il finit par se faire capturer lui-même et s'étonne de la facilité avec laquelle Yoshimasa a anticipé tous ses mouvements.
Après l'arrivée des triplés, Taiyo prend du recul pour planifier correctement sa prochaine action, mais Sui apparaît également et utilise une attaque combinée pour envoyer les triplés plusieurs étages plus bas. L'instant d'après, Taiyo fonce avec l'un des couteaux empoisonnés de Shinzo, mais Yoshimasa anticipe une fois de plus son attaque et le poignarde avec. Alors qu'il se vide de son sang et lutte pour rester conscient, Sui attend que les triplés combinent leurs pouvoirs pour former une grande boule de feu avant d'utiliser sa technique Sonic Step pour les éliminer. De retour au sommet, Taiyo parvient à se hisser à nouveau et fonce de nouveau, alors Yoshimasa se prépare à anticiper ses mouvements. Mais cette fois Taiyo copie le Sonic Step de Sui et le combine avec toutes les astuces qu'il a apprises pour le vaincre. En réalisant qu'il a été vaincu, Yoshimasa le félicite d'être devenu aussi talentueux malgré tout ce qu'il a traversé et décide de lui parler de l'accident. Cependant, au moment où il place un mot dans sa main, une balle traverse son cou et il se vide de son sang pendant que Taiyo essaie de comprendre d'où elle vient. Quelques heures plus tard, il suit les instructions du mot jusqu'à un arbre et y trouve une petite boîte avant de rentrer chez lui. Après que tout le monde l'ait accueilli, il essaie enfin de se reposer, mais Ayaka enroule soudainement son chat autour de sa tête, alors il la repousse et lui demande pourquoi elle est habillée en soubrette. Après que Mutsumi ait expliqué qu'ils l'ont engagée comme nouvelle femme de ménage résidente, Ayaka affirme qu'elle n'a accepté le poste que pour s'assurer que personne ne le tue avant elle car la prime sur sa tête a augmenté. Elle propose aussi de l'aider à devenir un meilleur assassin et reprend aussitôt ses attaques pour qu'il reste sur ses gardes. Quelques minutes plus tard, dans la cuisine, il entend Mutsumi se plaindre d'être à court du thé préféré de Kyoichiro avant d'aller se laver dans la salle de bain. L'instant d'après, Ayaka arrive pour prendre quelques photos de son paf, avant de le poursuivre avec un shampoing acide, jusqu'à ce qu'elle déclenche le piège électrique en se tenant dans la baignoire. Au lieu d'appeler à l'aide, Taiyo décide de la rejoindre dans la baignoire et redirige le courant vers la source d'alimentation jusqu'à ce que toute la salle de bain explose. Pour une raison inconnue, il se retrouve au-dessus d'elle et en profite pour tenter de la séduire. Mais il le regrette aussitôt lorsque Kyoichiro arrive et promet de lui faire payer son infidélité. Le lendemain, alors qu'il s'apprête à partir, Mutsumi essaie de lui rendre son téléphone, mais elle voit alors un appel d'un numéro enregistré sous le nom de Kaoru et tente de lui demander de qui il s'agit. Après qu'il ait immédiatement attrapé le téléphone et se soit enfui, Ayaka dit à Mutsumi d'accepter qu'il a trouvé une autre gloutonne de paf sur le côté. Lorsqu'il rentre plus tard dans la soirée, elle le plaque contre le mur et commence à exiger des explications avant que Kyoichiro ne la rejoigne et promette de s'assurer que ses bijoux de famille ne voient jamais la lumière du jour. C'est alors que Momiji et son grand-père, Kaoru de l'équipe de Rin, arrivent et Momiji dit qu'elle est venue faire une livraison spéciale pour Taiyo. Quand il lui rappelle que cela devait rester secret, elle répond que se faufiler en cachette ne fera que provoquer des malentendus. Elle sort alors le thé spécial dont Mutsumi parlait l'autre soir et explique comment Taiyo a risqué sa vie pendant des heures pour rassembler les ingrédients nécessaires à sa préparation. En entendant cela, Kyoichiro tente de s'ouvrir le crâne, mais une fois tout le monde installé pour l'heure du thé, sa haine envers Taiyo refait surface. Alors Mutsumi décide de le punir en demandant à Goliath de le clouer à la chaise. Après une rapide séance d'entraînement avec Futaba quelques jours plus tard, Taiyo rentre à l'intérieur et devient curieux en voyant Mutsumi obsédé par un album photo. Lorsqu'elle l'appelle pour regarder la photo qui a été prise après que Nanao ait obtenu sa licence d'espion, Taiyo demande ce qu'est une licence d'espion. Futaba explique alors le système de classement des espions et précise qu'il ne sera officiellement reconnu par l'association que lorsqu'il aura réussi l'examen d'espion pour obtenir sa licence. Au moment même où il dit qu'il aimerait passer l'examen, Kyoichiro apparaît pour lui annoncer que tous les membres de la famille l'ont réussi du premier coup avant de lui donner un aperçu des tortures qu'il subira s'il fait honte au nom de la famille à nouveau. Quelques jours plus tard, sur le lieu de l'examen, Mutsumi l'encourage alors qu'il franchit facilement la première épreuve. Mais lorsqu'il la rejoint pour reprendre des forces avant la prochaine épreuve, un concurrent décide de l'éliminer afin de toucher la prime mise sur sa tête. Au moment où il fonce sur lui, une rafale de vent le retourne comme une crêpe, avant qu'un espion nommé Ukyo ne lui rappelle qu'il est interdit aux candidats de se battre entre eux. Après son départ, Taiyo essaie de le remercier, mais il commence aussitôt à lui demander des photos de dos amicales. Taiyo dit alors à Mutsumi de s'enfuir, mais elle jette un coup d'œil à Ukyo avant de dire à Taiyo de ne pas s'inquiéter, car tout le monde dans le milieu sait qu'il n'est qu'un inoffensif cinglé obsédé par les saucisses. Elle menace alors de lui couper ses bijoux de famille inutiles puisqu'il ne veut pas s'en servir correctement, mais il réplique en traînant Taiyo loin d'elle pour le reste de l'examen. Après avoir enduré plusieurs heures éprouvantes, seuls quelques candidats parviennent à la dernière étape et tous s'enthousiasment en entendant une annonce disant qu'il leur suffit de marcher jusqu'au bout du couloir pour obtenir leur licence. Cependant, tout le sol commence soudainement à s'effondrer, alors ils se mettent tous à courir pour atteindre la fin. Mais après que presque tous les autres soient tombés dans l'eau en dessous, l'ambassadeur à la crête frappe Taiyo du poing pour le faire tomber. Juste avant que le sol sous ses pieds ne s'effondre, Ukyo le félicite pour sa détermination et le pousse en avant grâce à ses pouvoirs. Mais Taiyo fait demi-tour pour le sauver de la chute.
Quand il dit à Ukyo de ne pas gâcher sa chance d'obtenir la licence, le fougueux maître de l'air les ramène tous les deux dans le couloir avant d'annoncer à Taiyo qu'il a déjà réussi. Il s'avère qu'il est déjà un espion de rang argent et qu'il ne servait d'examinateur que pour voir lequel d'entre eux avait encore sa dignité. À ce moment-là, l'autre examinateur arrache la licence à l'ambassadeur à la Crète et après l'avoir récupéré de Tsukio, Taiyo lui demande s'il plaisantait aussi à propos des photos de dos. Mais Tsukio affirme qu'il pensait chaque mot et essaie de devenir entreprenant sur le champ. Quelques jours plus tard, Seigi apprend l'évasion d'un détenu de la plus haute priorité et décide immédiatement d'appeler Kyoichiro. Pendant ce temps, Taiyo, qui vient tout juste de rentrer chez lui, découvre un vieux bonhomme caché dans son sac et reste figé de stupeur. Après que Ban a surgi en affirmant être son grand-père, Taiyo l'accueille avec une décharge EMP surpuissante avant que Mutsumi n'arrive et explique qu'il s'agit en réalité de son propre grand-père. Lorsqu'elle lui demande la raison de sa visite soudaine, il en profite pour inviter Ayaka à un rendez-vous avant d'affirmer qu'il voulait s'assurer que Taiyo avait assez de cran pour protéger sa petite fille. L'instant d'après, il tente d'emmener Taiyo pour une séance de rapprochement, mais Kyoichiro le capture et lui demande pourquoi il s'est évadé de sa cellule. Ban explique alors à quel point sa mission actuelle de surveillance des criminels incarcérés est ennuyeuse et dit qu'il voulait simplement retrouver le monde extérieur. Après avoir annoncé à tout le monde que Ban adore divulguer des informations confidentielles pour impressionner les filles, Kyoichiro promet de le ramener en prison, mais Ban lui rétorque que quelques cheveux gris ne le rendent pas moins fort qu'à son apogée. L'instant d'après, il échappe aux toiles de fer de Kyoichiro et lance une bombe fumigène pour s'enfuir avec Taiyo. Quelques heures plus tard, dans un bar, Taiyo se lasse de regarder sa tentative pathétique de draguer et utilise une colle spéciale de Nanao pour le coller à son siège. Cependant, Ban saute facilement hors de ses vêtements, révélant son corps musclé et son énorme paf aux dames. Après avoir esquivé toutes les attaques de Taiyo pendant plusieurs minutes, Ban lui dit alors de réessayer dans 10 ans. Mais Taiyo devient soudainement curieux et demande pourquoi il n'a pas simplement attendu la fin de sa mission s'il voulait vraiment les voir. Ban répond que cela devait être aujourd'hui et commence à lui raconter des histoires sur la grand-mère de Mutsumi et comment elle l'a sauvé de devenir un voyou sans valeur grâce à sa beauté parfaite. Quelques minutes après le début de leur conversation, Kaiko arrive et s'assure qu'il ne puisse pas s'échapper grâce à une menotte spéciale conçue pour exploser s'il utilise ses capacités. Alors qu'il commence immédiatement à la supplier pour leur habituelle séance de baisers d'anniversaire, Mutsumi arrive et dit à Taiyo qu'elle est sa grand-mère. Quelques instants plus tard, Ban continue de supplier Kaiko pour un rendez-vous et dit qu'il s'est évadé juste pour la voir. Mais elle lui demande pourquoi il a préféré dépenser son argent avec un tas de filles d'OnlyFans au lieu de venir la voir en premier. Elle aide alors la police à le réarrêter mais décide de monter avec lui dans la voiture pour qu'ils puissent passer un peu de temps ensemble avant qu'il ne soit placé à l'isolement. Malgré cela, il s'évade à nouveau seulement quelques jours plus tard. Mais après n'avoir rencontré Kayaka, elle lui dit qu'ils sont tous partis faire du shopping. Dans un rêve, quelques jours plus tard, Taiyo revit le voyage en voiture qu'il faisait avec sa famille avant l'accident tragique dont il est le seul survivant. Lui et Mutsumi se rendent alors dans la chambre de Shian dans l'espoir qu'elle va trouver quelque chose dans l'orbe qu'il a vu dans la boîte de Yoshimasa. Lorsqu'elle affiche la liste des invités au mariage de leurs parents et leur montre le nom de sa mère et de son père, Mutsumi s'effondre et dit que leur famille est probablement la raison pour laquelle ils ont été pris pour cible. Taiyo parvient à la calmer et explique qu'il doit forcément y avoir une autre raison. Et Shian est également d'accord avant de lui parler d'un endroit appelé la bibliothèque des morts où il pourrait peut-être trouver de meilleures informations. Peu de temps après, il trouve l'entrée secrète de la bibliothèque et y accède avec sa carte. Mais en entrant dans la bibliothèque, il voit l'employé poignarder soudainement la tête d'un type et l'emporter pour avoir parlé. Alors que Shian le prévient d'éviter de faire le moindre bruit, Michan continue d'éliminer les types qui osent commettre l'erreur de respirer trop fort. Après presque 1 heure de recherche, Taiyo trouve un livre contenant des détails sur l'accident de sa famille. Mais il est déçu car il n'y apprend rien de plus que ce qu'il savait déjà. Cependant, il remarque alors un emplacement pour l'orbe bleue. Il l'y insère et découvre que sa famille a en réalité été assassinée par un groupe appelé Tampopo. De retour au manoir plus tard dans la journée, Kyoichiro le transforme en cobaye pour sa dernière technique de torture avant de révéler que Tampopo est le groupe responsable de la mort de la mère de Mutsumi. Il explique ensuite à Taiyo que sa découverte concernant ce qui est arrivé à ses parents lui a permis de réduire la liste des suspects impliqués dans une série de meurtres commis dans le domaine médical à l'époque de l'accident. Avec pour principal suspect un médecin nommé Makoto, Kyoichiro suggère de s'introduire dans sa clinique afin de découvrir comment il est lié à toute cette affaire. Le lendemain après-midi, Mutsumi et Taiyo se déguisent en un vieil homme malade et sa femme avant d'entrer dans la clinique pour un examen médical. Après quelques minutes d'attente, ils sont appelés pour voir Makoto, qui leur fait passer quelques tests tout en ayant l'air du médecin idéal. Quelques heures après le coucher du soleil, Makoto quitte enfin son cabinet pour la nuit, alors Taiyo s'introduit discrètement à l'intérieur pour pirater son ordinateur à l'aide des appareils de Shian.
En seulement quelques minutes, il découvre des informations confidentielles sur la protéine spéciale qui a été transmise dans la famille de Mutsumi pour créer des espions surpuissants comme ses frères et sœurs. Au moment même où il découvre un plan visant à prendre son cœur et à créer artificiellement la protéine pour en tirer profit, Makoto l'attaque et lui arrache son déguisement avant d'exprimer sa stupéfaction en voyant qu'il est toujours en vie. Lorsque Taiyo lui demande s'il est responsable de l'accident ainsi que de ce qui est arrivé à la mère de Mutsumi, Makoto lui répond de leur poser la question lorsqu'il sera de l'autre côté. Cependant, après avoir planté une plaque de fer dans sa chemise, Taiyo le repousse d'un coup de pied et tente de le foudroyer. Mais il capture la décharge à main nue avant d'utiliser une grenade éclair pour s'échapper. Heureusement, Taiyo avait déjà extrait toutes les données, alors il se promet de découvrir toute la vérité et de protéger Mutsumi par la même occasion. Plus tard dans la soirée, au manoir, il télécharge toutes les données sur un ordinateur afin de trouver plus d'indices. Mais après plusieurs minutes à parcourir des informations inutiles, il tombe sur une série de reçus pour une réservation d'hôtel. En réalisant que l'hôtel porte un nom très similaire à celui du tatouage de pissenlit que chaque membre de Tampopo possède, il décide d'aller chercher plus de réponses à l'hôtel. Le lendemain, il parvient à s'infiltrer sous le prétexte d'être un nouvel employé. Et Kyoshiro l'appelle pour lui dire qu'il a reçu des informations selon lesquelles Makoto s'est déjà enregistré dans une suite au dernier étage de l'hôtel. Après lui avoir également dit qu'il a envoyé Shinzo en renfort, il lui souhaite bonne chance et raccroche avant de se retrouver face à Futaba, qui lui demande alors pourquoi il se montre soudainement aussi serviable. Après avoir affirmé qu'il ne fait cela que pour aider Taiyo à tourner la page sur ce qui est arrivé à sa famille, il lui dit de s'occuper de ses affaires et s'en va. À ce moment-là, Taiyo vient de trouver l'ascenseur, alors il essaie de l'emprunter pour monter jusqu'à la suite. Mais après s'être fait enfoncer le crâne dans un mur, un autre employé lui dit que le dernier étage est interdit aux petits gens comme lui. Quelques minutes plus tard, Taiyo commence à escalader l'hôtel avec une paire de gants spéciaux que Nanao lui a donnés. Mais alors qu'il approche du sommet, la vitre commence à se fissurer lorsqu'une croqueuse de diamants, essentielle à l'intrigue, entame une dispute enflammée avec son sugar daddy parce qu'il ne veut pas lui offrir le dernier sac Louis Vuitton. Après qu'elle ait lancé le vase le plus lourd qu'elle ait pu trouver, Taiyo tombe dans la piscine et manque de mourir d'une crise cardiaque avant d'entendre une dame demander à un des employés d'emmener sa lionne de compagnie dans sa suite. Peu après, un costaud nommé Numen rejoint Makoto dans sa suite pour lui parler d'un employé suspect qui essaie d'atteindre le dernier étage. Mais Makoto l'ignore et lui demande s'il peut enfiler une chemise qu'il vient de terminer. Après que Numen ait refusé, il remet la dernière fournée d'une certaine drogue et promet qu'il n'y aura pas d'effet secondaire cette fois. À ce moment-là, il voit la lionne d'avant leur ordonner de ne plus bouger. Mais après que Makoto ait reconnu la voix et demandé à Taiyo pourquoi il lui fait regretter d'avoir épargné sa vie, Taiyo enlève son déguisement. L'instant d'après, Numen sort une grande plaque de verre et la lui lance dessus avant d'essayer de l'écraser avec un coup de poing puissant. Makoto lui dit alors d'utiliser Taiyo pour tester la drogue avant de s'envoler. Après l'avoir sorti de la pochette et expliqué qu'il s'agit d'une version artificielle de la protéine qui donne ses pouvoirs à la famille de Mutsumi, il se transforme en une adaptation Wish de Hulk rouge et commence à briser presque tous les os du corps de Taiyo. Pendant ce temps, Makoto passe un coup de fil à un mystérieux individu en robe qui vient d'apparaître devant l'hôtel. Au moment où Numen attrape Taiyo par le cou pour l'achever, Shinzo fait irruption dans la pièce et tire sur Numen avec un rayon plasma avant de s'armer de toutes les armes de sa poubelle high-tech. Après avoir survécu à l'attaque, Numen demande si c'est tout ce qu'un membre de la famille Yozakura peut faire, alors Shinzo vide tous ses chargeurs sur lui avant de jeter Taiyo hors du bâtiment. L'instant d'après, Numen fonce pour l'attaquer, mais Shinzo le retient facilement jusqu'à ce qu'il lui montre un bouton incrusté dans ses dents et lui dise qu'il fera exploser tout l'hôtel dans la prochaine seconde s'il ne recule pas. N'ayant pas d'autre choix, Shinzo cesse de se battre et finit par devenir le cobaye de Numen. Mais après quelques minutes à secouer tout l'hôtel avec ses puissants coups de poing, Numen lui demande pourquoi il n'abandonne pas tout simplement. Shinzo lui répond alors que devenir un mutant ne lui donnera pas la même puissance de frappe que Mike Tyson. Soudain, il reçoit un appel du personnel à propos d'un psychopathe qui tire dans l'hôtel, et ce psychopathe n'est autre que Taiyo. Avec toute la fausse munition qu'il a pu rassembler, il effraie tout le monde dans l'hôtel au point qu'il saute des balcons sur des lits de mousse qu'il a placés à l'extérieur. En apprenant que tout le monde dans l'hôtel a été évacué, Shinzo alimente un canon électrique poussé à son maximum et déclare qu'il est le seul capable de le tirer à cause de son recul démentiel. Il tire alors un coup et attire la foudre directement à la source avant de griller chaque vaisseau sanguin du corps de Numen. Il dit alors à Taiyo qu'ils peuvent rentrer à la maison. Mais au moment où Taiyo essaie de courir vers lui, il tombe dans les bras du vieil homme en cape qu'il avait vu plus tôt et le remercie pour son aide. Dès qu'il s'en va, Shinzo arrive pour le remercier de son aide. Mais il aperçoit soudain plusieurs blessures sur son corps avant de s'effondrer et de perdre connaissance. À la villa, 1 heure plus tard, Nanao a réussi à le stabiliser, alors il laisse tous Mutsumi veiller sur lui.
et Shinzo en profite pour dire à Kyoichiro qu'il n'y a qu'une seule personne capable de retarder la réaction du corps à une telle attaque. L'instant d'après, une alarme se déclenche, ce qui surprend Mutsumi car ce n'est pas l'heure habituelle. Mais Shion explique alors que cela ne peut signifier qu'une chose, il y a jusqu'à 1 millier d'intrus qui tentent de s'introduire. À l'extérieur du manoir, une armée entière d'assassins dopés se prépare à envahir sous le commandement d'un homme nommé Yama qui établit ensuite une communication avec Makoto pour le tenir informé. Alors qu'ils foncent tous droit vers l'entrée, ils tombent sur Goliath, qui révèle alors sa forme la plus puissante avant de les traiter comme ses jouets à mâcher. Après que Futaba et les autres se soient joints au combat, Yama envoie une unité pour défoncer la porte d'entrée. Mais il trouve Kyoichiro qui les attend sur les marches et commettent l'erreur de penser qu'ils peuvent tous s'occuper de lui. Utilisant ses toiles de fer, il immobilise le premier groupe pendant que Goliath déchiquette tous ceux qu'il peut attraper avec ses crocs. L'instant d'après, Yama décide de prendre les choses en main et s'excuse à l'avance avant de se projeter dans les airs et de briser la mâchoire de Goliath d'un puissant coup de poing qui les fait tous deux traverser la porte d'entrée. Kyoichiro promet alors de rendre sa mort lente et douloureuse avant de se rendre soudain compte que quelqu'un brouille leur communication. L'instant suivant, Momo active le mode confinement, enfermant Yama à l'intérieur du manoir alors que Mutsumi et Taiyo s'y trouvent encore. Après avoir dit à Futaba de ne pas s'inquiéter car ils veulent absolument Mutsumi en vie, Kyoichiro décide d'aller trouver Momo pour récupérer la bague qu'il utilise afin de prendre le contrôle du manoir. Lorsque Kyoichiro retrouve Momo, qui s'avère être leur père, Yama coupe l'électricité dans tout le manoir, laissant Mutsumi dans la confusion la plus totale, car elle n'a aucune idée de comment empêcher les constantes vitales de Taiyo de chuter. En remarquant que son pouls chute rapidement, elle se souvient d'une conversation qu'elle a eue avec sa mère des années auparavant au sujet du pouvoir de leur sang et trouve rapidement une aiguille pour commencer une transfusion. Quelques instants plus tard, son sang commence à couler dans ses veines. Mais alors qu'elle essaie de le réveiller avec sa voix, Yama trouve la pièce et bondit sur eux. L'instant d'après, Taiyo se réveille et le repousse facilement grâce à ses nouvelles capacités. Yama s'en rend compte et essaie tout de même de le maîtriser avant qu'il n'atteigne sa force maximale. Mais Taiyo le frappe facilement à travers le mur et continue d'esquiver tous ses mouvements avant que le sang de Mutsumi ne vienne soudainement perturber son système nerveux, tandis que Yama s'approche lentement pour l'achever. Mutsumi le serre dans ses bras pour aider à contrôler les effets de son sang, et lorsqu'il lui dit de se sauver à la place, elle lui répond qu'il n'y a nulle part où aller à cause du confinement. Après avoir sorti une arme et déclaré qu'elle préférait mourir avec lui plutôt que de laisser son cœur tomber entre de mauvaises mains, elle essaie de le serrer à nouveau dans ses bras, mais Yama la repousse violemment pour lui écraser la tête. Cependant, Taiyo parvient enfin à maîtriser la situation juste à temps et perce un trou dans le système digestif de Yama. Alors que le pseudo-Hulk fait un voyage vers l'au-delà, Kyoichiro demande à Momo pourquoi il est allé aussi loin simplement pour forcer Mutsumi à se retrouver dans une situation où elle n'aurait pas d'autre choix que d'injecter son sang à Taiyo. Après avoir répondu qu'il voulait simplement s'assurer que sa fille est un mari solide, il lui souhaite bonne chance et se tourne pour partir. Mais Kyoichiro libère une compétence puissante avec ses toiles et manque de raser toute la forêt. Cependant, Momo attrape tranquillement toutes les toiles et rappelle à Kyoichiro que c'est lui qui lui a tout appris. Malgré cela, Kyoichiro parvient tout de même à récupérer la bague. Mais lorsqu'il rentre à la maison, il trouve Shinzo et Nanao en train d'essayer de maîtriser Taiyo, qui semble avoir complètement perdu la tête. Après avoir expliqué que le sang de Mutsumi est encore un peu trop concentré pour que son esprit le supporte, il immobilise Taiyo avec ses toiles et lui met le casque de Shion sur la tête avant de demander à Mutsumi de le sauver de la folie avec sa voix. Ils essaient tous immédiatement de l'en empêcher et rappellent à Kyoichiro ce qui s'est passé la dernière fois qu'elle a essayé de chanter, mais il les ignore et se prépare à l'encourager. Mutsumi effraie alors la faune locale avec ses cordes vocales démoniaques et ramène Taiyo à la raison. Après s'être réveillé le lendemain avec des crampes atrocement douloureuses, Taiyo se prépare pour l'école et dit à Mutsumi qu'il doit y aller pour que l'administration ne découvre pas ses activités extrascolaires. Lorsqu'elle lui demande s'il peut y aller avec Nanao, il lui demande si la monstruosité de 2 mètres qu'elle appelle son petit frère va vraiment à l'école avec un seau sur la tête. Mais ensuite, elle demande à Nanao de révéler sa véritable apparence. Après s'être injecté une substance mystérieuse, Nanao retrouve son corps normal, laissant Taiyo pétrifié de stupeur. Sur le chemin de l'école, quelques minutes plus tard, il explique que son état habituellement mutant est ce qui empêche son ADN instable de dérailler et qu'il ne reprend une apparence normale que pour aller à l'école. À ce moment-là, ses oreilles commencent à muter, mais il dit à Taiyo de ne pas s'en inquiéter. Peu après, Taiyo retrouve ses amis pour aller en cours ensemble. Mais ensuite, Taiyo l'appelle pour qu'il vienne au laboratoire de biologie. Quelques instants plus tard, il arrive et voit le corps de Nanao devenir incontrôlable, alors il essaie immédiatement de l'aider à se relever. Mais Nanao affirme à nouveau que ce n'est pas grave avant de lui montrer comment injecter un autre liquide pour reprendre le contrôle.
À ce moment-là, une fille nommée Rin entre avec un python autour du cou et demande s'il se sent bien, s'approchant dangereusement pour vérifier sa température. Après avoir provoqué la mutation de son Excalibur, elle s'en va tranquillement et fait comme si Taiyo n'existait même pas. Nanao lui explique alors qu'elle ne s'intéresse qu'aux animaux avant de lui montrer un médicament spécial qui le maintiendra définitivement dans un état mutant. Il ajoute qu'il n'y a aucun intérêt à lutter contre son propre corps. Mais alors qu'il s'apprête à s'injecter le produit, Taiyo l'en empêche et se met à pleurer à chaudes larmes, lui promettant de l'aider à mener une vie normale jusqu'à ce qu'il apprenne à contrôler sa mutation. Pendant qu'il passe le reste de la journée à injecter à Nanao des médicaments contrôlés, Rin retourne au laboratoire pour nourrir les animaux. Mais son python avale l'une des pilules de Nanao et se transforme en réincarnation d'Orochimaru. Quelques instants plus tard, Nanao tente de profiter d'une séance d'acupuncture avec Taiyo. Mais après l'arrivée de deux des meilleurs amis de Rin, ils entendent des cris et descendent en courant au laboratoire. En voyant le corps inconscient de Rin et une écaille du python, Nanao comprend ce qui s'est passé et se blâme lui-même. Mais Rin se réveille alors et se précipite aussitôt pour sauver le python qui a failli faire d'elle un encas rapide. Taiyo promet alors de veiller à la sécurité de tous les autres animaux. Nanao suit donc Rin jusqu'à la salle des serveurs pour attirer le python dehors. Au moment où il se montre et ignore les rats pour la dévorer à la place, Nanao accepte ce qu'il doit faire et la remercie pour tout le temps qu'ils ont passé ensemble avant de transformer sa main et de laisser le python la mordre afin que ses cellules puissent annuler la mutation. L'instant d'après, il s'enfuit et Taiyo l'aide à monter sur le toit, même s'il a l'air d'avoir été piqué par tous les insectes d'Australie. Après l'avoir remercié pour son aide, Nanao dit qu'il n'y a plus aucun intérêt à être normal puisque Rin a déjà vu sa véritable forme, puis il pousse Taiyo de côté pour l'empêcher de l'arrêter. Malgré cela, Taiyo frappe la seringue avec sa paume et l'attire dans ses bras pour l'aider à reprendre le contrôle. Il lui rappelle alors la promesse qu'ils se sont faite plus tôt, ce qui pousse Nanao à accepter de continuer à se battre pour sa vie normale avant qu'ils ne se rendent compte tous les deux que Rin attend patiemment la fin de leur bromance. Après avoir ramassé sa salamandre, elle dit à Nanao qu'elle n'a aucun problème avec sa métamorphose, ce qui leur fait réaliser qu'elle vient tout juste de le classer parmi les insectes. Elle dit aussi à Taiyo qu'elle vient de remarquer à quel point il est proche de Nanao, ce qui lui fait penser qu'elle pourrait connaître la vérité sur la famille. Mais elle lui demande alors pourquoi il n'a pas simplement dit qu'il voulait rejoindre le club avant de l'entraîner pour remplir un formulaire d'adhésion. Quelques jours plus tard, Mutsumi interrompt la séance d'entraînement de Taiyo avec Shinzo pour leur annoncer qu'elle a gagné une invitation dans un hôtel de sources chaudes très spécial pour espions du monde souterrain. De retour au manoir quelques minutes plus tard, Kyoichiro exprime son enthousiasme à l'idée de voir enfin à quel point ses melons ont grandi, mais ses espoirs sont vite anéantis lorsque Futaba lui rappelle une mission importante à laquelle il doit se consacrer immédiatement. Alors que Mutsumi lui est promis de s'assurer qu'il ne manquera pas la prochaine fois, il retrouve son enthousiasme et s'en va en courant, mais revient soudainement pour dire à Taiyo qu'il n'hésitera pas à lui hacher les noix comme du steak haché s'il ose avoir des pensées déplacées à l'hôtel. Quelques heures plus tard, ils montent tous dans un van familial, mais Shinzo s'inquiète de la route étrange qu'ils empruntent et demande à Shion si ses cartes fonctionnent vraiment. Après qu'elle lui ait dit de ne pas s'inquiéter, ils plongent d'une falaise et commencent immédiatement à réciter leur dernière prière après être tombés dans l'eau. Mais Shion active le mode sous-marin du van avant d'expliquer qu'ils ne peuvent pas atteindre l'hôtel par une route normale. Après une longue plongée dans l'océan, ils finissent par localiser l'hôtel. Mais dès qu'ils arrivent à la réception, le chef d'un gang les reconnaît et se met immédiatement en position de combat. Alors que Taiyo s'élance pour l'attaquer, un poussin de la même taille que les nains de Blanche-Neige saute et rappelle au chef du gang que les combats sont interdits dans l'hôtel. Pour une raison inconnue, il se retire aussitôt et Emma accueille alors Mutsumi et les autres, avant de saluer Taiyo comme il se doit, puisqu'ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Quelques minutes plus tard, tout le monde s'installe dans sa chambre, mais après que Futaba ait attaqué Shine pour avoir essayé d'espionner Korn, elle s'approche de Mutsumi et prétend connaître la véritable raison pour laquelle elle voulait partir en voyage avant de lui assurer que Taiyo comprendra lorsqu'elle lui dira la vérité. Au coucher du soleil, ils se retrouvent tous dans la salle à manger pour le dîner, mais le chef de gang de tout à l'heure refait son apparition, fait une crise et renverse accidentellement sa bière sur Futaba. Alors que toute la salle se tait soudainement pour observer sa réaction, elle perd complètement le contrôle à cause du taux élevé d'alcool dans son organisme et se déchaîne. Taiyo ramène donc Mutsumi dans sa chambre pour sa sécurité. En voyant la baignoire dans sa chambre, il décide d'aller prendre une douche dans la sienne. Mais elle l'arrête et lui demande s'ils peuvent plutôt partager le bain. Pendant ce temps, Kyoichiro vient d'arriver et dit à Emma que la mission a été étonnamment facile avant qu'elle ne le conduise à la salle à manger. Quelques instants plus tard, Mutsumi rejoint Taiyo dans le bain et après avoir remarqué son comportement étrange, elle lui rappelle qu'ils sont mariés avant de se lever soudainement pour lui montrer sa poitrine. Il lui demande immédiatement ce qu'elle fait, mais après avoir aperçu une cicatrice entre ses seins, elle lui explique que Tanpopo l'a un jour kidnappé et a tenté de lui voler son cœur.
Cependant, Momo est arrivé pour la sauver, mais il a abandonné la famille après ce jour-là. Elle continue ensuite en lui racontant tout le plan qu'il avait élaboré avec Tanpopo, juste pour qu'elle l'infuse de son sang, et elle s'excuse de l'avoir entraîné dans une famille aussi dysfonctionnelle. Cependant, Taiyo la serre contre lui et propose d'aller voir son père, avant de lui dire qu'il a pleinement accepté tout ce qui vient avec sa famille. L'instant d'après, Kyoichiro jette ce qu'il reste de Shinzo dans la piscine et rappelle à Taiyo sa promesse de lui déchiqueter les bijoux de famille s'il tentait quoi que ce soit d'impur. Alors qu'il s'apprête à attaquer, Futaba arrive avec tous les assassins de l'hôtel pour qu'ils puissent se venger de lui lors d'une bataille d'oreiller. Et après des heures de combat, ils parviennent tous à vaincre le redoutable pervers amoureux de sa sœur. Quelques semaines plus tard, Sui et Oga s'introduisent dans l'un des laboratoires de Makoto, dans l'espoir de l'attraper enfin, mais ils sont pris par surprise par une bombe mortelle pendant que Makoto observe de l'autre côté avant d'aller discuter avec une femme aux cheveux blancs. Au manoir Yozakura le lendemain, Mutsumi se sert une tasse de thé et se demande comment le plan de Taiyo pour voir son père va se dérouler avant que Goliath n'arrive pour la réconforter. Quelques instants plus tard, Ayaka arrive pour lui faire un compte rendu sur tout le travail que ses frères et sœurs ont accompli pour retrouver Makoto et explique qu'ils n'ont réussi qu'à découvrir les itinéraires utilisés par son organisation pour transporter de grandes quantités du substitut modificateur de gènes qu'il a créé. Après l'avoir remercié pour la mise à jour, Mutsumi la récompense en lui offrant une sieste sur ses cuisses avant de commencer à s'inquiéter pour la sécurité de Taiyo. Pendant ce temps, Makoto vient de retrouver Momo dans l'un des trains de son organisation pour discuter d'un nouveau plan. À seulement quelques wagons d'eux, Taiyo transforme son nouveau travail d'agent de bord en une séance de cardio, courant d'un bout à l'autre du train pour s'occuper de presque tous les clients, qui continuent tous de se plaindre de ne pas pouvoir voir ou sentir correctement leur nourriture. Après avoir sauvé un garçon qui avait réussi, on ne sait comment, à monter sur le toit du train, il laisse tomber son arme et manque de perdre sa motivation à trouver quelque chose qui pourrait le mener à Makoto. Mais après s'être rappelé qu'il doit accomplir la mission pour Mutsumi, il retourne à l'intérieur et aperçoit la fille aux cheveux blancs de tout à l'heure sur le point de tomber. Après l'avoir aidé à se relever, Yuki lui tend son arme et dit qu'elle l'a vu tomber avant de se présenter à lui. Il la remercie alors de l'avoir sauvée, et après avoir promis de lui offrir un verre de vin, il part aider une dame qui ne cesse de se plaindre de sa fenêtre et du risque d'étouffer à cause de la fumée. Alors qu'il essaie d'expliquer que le train fonctionne à la vapeur, il se souvient de la plainte étrange que presque tous les passagers ont formulée et active un détecteur de poison avant d'apprendre que le train a été modifié pour produire une fumée incolore qui affecte les sens. Après avoir couru jusqu'à la voiture centrale, il utilise son arme pour faire sauter toutes les fenêtres, ce qui permet à toute la fumée de se dissiper. L'instant d'après, il aperçoit Makoto avec Momo et s'approche pour saluer son beau-père en le menaçant de lui faire sauter la cervelle s'il fait un seul pas. À ce moment-là, Yuki arrive pour le saluer à nouveau et Momo se retrouve soudain derrière lui, alors il essaie de tirer mais se fait immobiliser par les cheveux de Yuki. Makoto lui explique alors qu'elle est la seule personne vivante à avoir atteint une compatibilité de 100% avec son sang synthétique Yozakura. Il explique en outre que toutes les informations qu'ils ont reçues ont été délibérément divulguées pour l'attirer, car Tanpopo a besoin de comparer les données d'un combat entre quelqu'un amélioré par le sang Yozakura et Yuki. Après l'avoir remercié d'avoir été assez stupide pour tomber dans leur piège, il s'en va avec Momo et Yuki essaye aussitôt de l'étouffer. Mais il parvient à se libérer grâce à ses nouveaux pouvoirs avant de foncer pour l'attaquer. Malgré toutes ses tentatives d'esquive, elle le repousse quand même comme une vulgaire mouche et décide tranquillement de lui donner un cours accéléré sur son histoire avec Asakura. Après avoir sorti une photo datant d'il y a 10 ans, lorsqu'elle était sur le point de mourir d'un cancer, elle explique comment le médicament lui a permis de survivre, à la seule exception près qu'elle n'avait que 10 ans à vivre, car le médicament détruit lentement les cellules humaines ordinaires. Elle lui montre alors la mort douloureuse qui attend les personnes comme elle, celles qui parviennent à une compatibilité totale. Et lorsqu'il lui demande pourquoi elle s'infligerait une telle vie, elle lui rappelle qu'elle était pratiquement déjà morte avant le médicament et affirme être heureuse de pouvoir au moins servir l'organisation une dernière fois en leur donnant les informations dont ils ont besoin pour faire tomber Mutsumi et toute sa famille. En entendant cela, Taiyo se concentre totalement et déverrouille la version améliorée de son arme pour exaucer son vœu d'avoir un dernier combat. Après avoir mobilisé et recruté chaque fibre musculaire de son corps pour une attaque puissante, il tranche ses cheveux d'un coup net, mais elle les régénère facilement et le repousse avant de déchaîner une rafale d'attaques sans fin. L'instant d'après, elle commence à communiquer avec lui en morse, mais elle va trop vite pour que quiconque n'ayant pas le sang des Yozakura puisse suivre. Il est déconcerté, jusqu'à ce qu'elle lui explique que Makoto ne doit surtout pas découvrir qu'elle veut lui révéler son lien avec la mort de sa famille. Alors qu'il reste figé de stupeur, elle l'emmène faire un voyage dans le passé, jusqu'à son anniversaire il y a 10 ans, lorsqu'elle était encore alitée, au dernier stade de son cancer. Ses parents étaient venus fêter l'événement en lui offrant une magnifique paire de boucles d'oreilles.
Et après qu'elle les ait remerciés, Makoto est arrivé pour leur annoncer qu'il pouvait s'attendre à de bonnes nouvelles grâce au nouvel essai clinique qu'il allait lui faire suivre. Après l'avoir remercié et s'être laissé submerger par l'émotion, ses parents ont quitté l'hôpital, mais ils ont continué à prendre de ses nouvelles jusqu'à quelques mois plus tard, lorsqu'elle a enfin pu sortir et était suffisamment en bonne santé pour vivre une vie normale. À peine un mois plus tard, elle est allée faire un contrôle chez Makoto et lui a raconté tous ses progrès, avant qu'il ne décide soudainement de lui montrer quelque chose. Lorsqu'ils sont arrivés dans un laboratoire rempli des cadavres desséchés qu'il avait injectés avec Yosakura avant elle, elle est tombée à genoux horrifiée et a demandé si les parents de Taiyo étaient complices du plan. Cependant, il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il s'était déjà assuré qu'ils étaient tous morts en tant que citoyens exemplaires, dévoués à devenir ce qu'ils avaient toujours voulu être. Après avoir affirmé que Makoto l'avait manipulé en prétendant que ses recherches étaient cruciales pour sauver la vie de millions de personnes comme elle, elle montre à Taiyo les boucles d'oreilles que ses parents lui ont offertes et explique qu'il y a des dispositifs GPS à l'intérieur des deux, qu'il pourra utiliser pour retrouver la planque de Makoto le moment venu. Pour s'assurer qu'il ne soupçonne rien, elle reprend le combat et projette Taiyo à travers le toit. Mais il devient soudainement incontrôlable et attaque. Avec le sang de Mutsumi qui double sa force à chaque seconde, Makoto s'enthousiasme devant la situation. Mais après que Momo lui ait dit qu'une furie aveugle ne mènerait que Taiyo à se blesser lui-même, Yuki le capture et lui dit qu'il ne pourra jamais protéger sa nouvelle famille s'il n'apprend pas à contrôler sa rage. Cela lui fait se rappeler tous ses traumatismes de l'accident et le chemin parcouru depuis, alors il se ressaisit une fois de plus pour se libérer, avant de s'entailler la cuisse pour faire couler un peu de sang, ce qui le fait reprendre le contrôle. Avec son état mental stabilisé, il concentre tout ce qui lui reste d'énergie dans une attaque finale. Mais cette fois, il la tranche facilement en deux. Elle accepte immédiatement son sort et s'excuse pour tout en tombant dans ses bras. Mais après lui avoir dit que ce qui s'est passé n'étant rien de sa faute, il lui confie que ses parents lui ont beaucoup parlé d'elle avant qu'elle ne succombe à ses blessures. Alors que Taiyo se rappelle qu'il doit encore arrêter le train, un énorme bras de loup apparaît soudainement derrière lui et lui transperce le dos. Mais le véritable choc survient lorsqu'il voit que l'attaque vient d'une fille nommée Ai. À ce moment-là, un autre monstre mutant nommé Mizuki lui rappelle de toujours viser la tête et lui frotte la tête pour avoir réussi à lui porter un coup puissant. Au moment où il attrape le cou de Taiyo pour lui brûler la gorge avec des cellules remplies de poison, Futaba arrive avec Ren pour l'aider. En les voyant, Ai saute immédiatement sur la voie et ignore les avertissements de Mizuki qui lui dit de revenir. Elle essaie alors d'asséner un coup encore plus puissant à Ren, mais finit par être projetée au loin par l'aura incroyablement puissante qui s'échappe de son corps. Mizuki décide de s'occuper des filles en libérant le gaz toxique mortel scellé dans son ADN. Mais avec l'aide de Ren, Futaba le dissout facilement avant de faire exploser le train et de sauver Taiyo, tandis que Mizuki décide alors de battre en retraite avec Ai dans le corps de Yuki. Le lendemain, sur une île secrète, Makoto réunit son escouade de mutants pour une fête avant la mise en œuvre de son grand plan. Pendant ce temps, Ren vient de convoquer toute la famille à une réunion pour leur révéler l'emplacement de l'île, qu'ils ont pu découvrir grâce à la boucle d'oreille que Taiyo a prise sur le corps de Yuki. Après s'être tous mis d'accord pour mener une mission d'infiltration conjointe afin de mettre un terme définitif au plan de Makoto, Taiyo décide d'améliorer ses compétences avec quelques jours supplémentaires d'entraînement intensif, tandis que les autres prennent également l'initiative de commencer les préparatifs. Plus tard dans la journée, Taiyo essaie de rendre son arme et trouve Ban dans son tiroir avant que Keiko n'arrive à son tour pour s'assurer qu'il ne va pas trop loin. Ils se rendent au terrain d'entraînement et Ban passe la majeure partie de la semaine à pousser le corps de Taiyo jusqu'à ses limites absolues. 2 jours avant la mission, il décide de lui apprendre à maîtriser pleinement le sang Yosakura qui coule dans ses veines, et Taiyo est tout excité de découvrir ce qu'il lui réserve pour finalement se retrouver à recevoir une leçon de salsa particulièrement endiablée. Après quelques minutes à le faire tournoyer, il jure que tout cela n'est pas pour son propre amusement, avant de soudainement tirer sur Taiyo en plein visage à bout portant. Mutsumi se précipite immédiatement pour vérifier son état, et après avoir vu qu'il a réussi d'une manière ou d'une autre à bloquer le tir à la toute dernière milliseconde avec son épée, Ban s'excuse de l'avoir cassé. En voyant des signes d'activation complète dans son second œil, il tire soudainement sur Mutsumi. Une fois de plus, Taiyo le bloque, mais cette fois avec sa main nue. Et après que Ban ait expliqué sa capacité à durcir toutes ses cellules à volonté, Taiyo menace de lui tailler le visage s'il refait quelque chose d'aussi dangereux. L'instant d'après, Ban s'excuse et explique que c'était une blague qu'il avait préparée avec l'aide de Mutsumi, qui portait un gilet pare-balles tout le temps. La nuit suivante, ils se réunissent tous autour du cerisier familial pour un grand festin et passent toute la nuit à s'adonner à d'innombrables activités afin d'oublier la mission presque impossible qui les attend. Après plusieurs heures à s'amuser, Mutsumi monte sur scène pour leur exposer le plan de mission et, à peine a-t-elle terminé son discours pour leur remonter le moral, que Kyoichiro entraîne Taiyo à l'endroit où ils ont enterré leur mère, avant de lui révéler que son corps n'est en réalité pas là.
Il explique ensuite qu'après sa disparition, la nuit où Mutsumi a été attaqué, Tanpopo a soudainement fait d'énormes progrès dans leurs recherches et la production de Asakura, ce qui ne peut signifier qu'une chose, ils utilisent son corps. Lorsqu'il lui dit qu'ils doivent tous les deux le récupérer en secret sans en parler à personne, Taiyo lui demande pourquoi il lui ferait confiance pour une mission aussi importante. Kyoichiro ajoute alors que les autres pourraient perdre le contrôle de leurs émotions s'ils apprenaient que Makoto a mené des expériences sur le corps de leur mère. Au moment où il rapproche le visage de Taiyo pour lui expliquer les techniques de torture qu'il lui infligera s'il parle à Mutsumi, Futaba l'attaque et lui demande s'il veut maintenant s'amuser avec Taiyo avant de le traîner au loin. Au lever du soleil le lendemain, ils atteignent tous l'espace aérien au-dessus de l'île et Makoto, qui vient tout juste de se réveiller, l'apprend par Chacha, un nerd dont le cerveau a muté et qui sert désormais de système informatique incroyablement laid, gérant toute la planque. Après que Keiko leur ait souhaité bonne chance pour la mission, ils montent tous sur le dos de Goliath et foncent droit vers l'entrée pendant que Shion tente de pirater le système et reçoit un accueil pas très chaleureux de la part de Chacha. À ce moment-là, Makoto vient d'apprendre qu'une fille nommée Akai est déjà montée pour accueillir leurs invités, ce qui l'enthousiasme à l'idée de la voir enfin utiliser ses capacités au maximum. Au moment où Goliath et les autres l'aperçoivent à l'entrée, elle invoque une main de feu mortelle pour les griller en plein vol, mais Futaba retourne l'attaque contre elle et défonce l'entrée au passage. Après que Taiyo et les autres soient entrés, elle remarque une flotte de renforts qui arrive avant qu'Akai n'essaie de la faire exploser à nouveau. Une fois qu'elle se retrouve face à face, alors qu'elle dévie facilement une nouvelle attaque d'Akai, Makoto ordonne ensuite à Chacha d'appeler plus de renforts. Mais il répond que ce n'est plus possible car Keiko vient tout juste de détruire tous leurs transmetteurs de signal. En entendant cela, Onuma décide d'aller rejoindre le combat, et lorsque Ai exprime son inquiétude pour lui, il lui dit de garder ses larmes pour quelqu'un d'autre car il compte s'enfuir si la situation devient trop dangereuse. À ce moment-là, Akai en a déjà assez du sourire suffisant de Futaba, alors elle décide d'activer complètement le Yasakura dans son système avant de déclencher une puissante explosion qui engloutit toute la région. Cette vague de chaleur soudaine atteint un point où Shion commence à avoir du mal à lire les signatures thermiques des autres, mais Futaba dissipe facilement les flammes une fois de plus. Alors qu'Akai décide de continuer jusqu'à l'épuisement, Taiyo et les autres tentent de se frayer un chemin à travers une horde sans fin de sbires mutants avant de recevoir la visite surprise de Kurosawa, un autre monstre mutant qui manipule alors son corps d'acier pour les attaquer. Alors que Shinzo décide de riposter avec son stock inépuisable de balles, Futaba dit à Akai de songer à abandonner pour ne pas avoir à infliger de dommages permanents. Mais Akai refuse, alors elle active pleinement son sang Yozakura. En voyant cela, elle se souvient que Makoto lui avait dit qu'il serait inutile de combattre un membre de la famille Yozakura s'il se donne à fond, mais elle décide tout de même de se battre et prépare une flèche enflammée pour tester la force de Futaba. Après qu'elle ait attrapé la flèche avec désinvolture et l'ait éteinte comme une bougie, Makoto dit à Akai de battre en retraite car une autre décharge ferait brûler son corps. Mais elle l'ignore et affirme qu'elle n'a plus rien à perdre avant de libérer la plus puissante explosion de flammes qu'elle puisse produire. Malgré cela, Futaba bloque tout facilement tout en se rapprochant encore plus, et lorsqu'elle finit par être assez proche pour l'arrêter, Akai libère encore plus de flammes. Au lieu d'exaucer son souhait d'en finir, Futaba éteint les flammes qui la consument et lui dit de se reposer un peu sur ses épaules avant d'appeler Shion, qui parvient enfin à pirater la plupart des structures de la base. Après avoir localisé l'étage où se trouvent les sujets de test, elle dit à Nanao et Kengo d'aller les sauver. Mais après avoir remarqué la direction qu'ils prennent, Makoto envoie Onuma pour les arrêter. Au moment où il s'approche suffisamment pour libérer ses pouvoirs de niveau sub-0, Kengo déploie une vingtaine de clones pour le retenir. Makoto décide alors de faire en sorte que Kurosawa élimine tous les sujets de test afin qu'aucune de ces informations ne soit divulguée. Et tente immédiatement de l'en dissuader car certains des sujets de test sont ses amis, mais Mizuki lui rappelle rapidement qui commande. L'instant d'après, Kurosawa reçoit l'ordre et traverse les sbires à leur solde pour atteindre les sujets de test. Mais Shinzo sort soudainement une nouvelle arme qui parvient à percer ses cellules de fer. Cela surprend Kurosawa, car personne n'a jamais réussi à l'attaquer avec succès, alors il décide d'éliminer Shinzo en premier. Cependant, ils sont soudainement séparés par les murs et alors qu'ils commencent immédiatement à forer, Shion dit à Shinzo de reculer car Kurosawa pourrait être trop fort pour lui. Après qu'il ait refusé et affirmé qu'il est prêt à activer pleinement son sang si nécessaire, elle essaie de le faire changer d'avis. Mais Ayaka commence à l'encourager et dit à Shion de croire en lui, car elle a vu tout le travail qu'il a fourni pour se préparer à la mission. Une fois que Kurosawa parvient à passer, ils reprennent le combat et Shinzo garde facilement l'avantage jusqu'à ce que Kurosawa décompose ses cellules pour recouvrir tout le sol et transperce son bouclier afin de lui infliger des blessures mortelles. Alors que son corps atteint des niveaux critiques, Shinzo se souvient à quel point il avait eu peur après avoir activé son sang pour la première fois, ainsi que du discours que sa mère lui avait tenu sur l'importance de la véritable force.
L'instant suivant, il brise l'attaque de Kurosawa et s'excuse à l'avance s'il va un peu trop loin avant d'activer pleinement ses pouvoirs. Après qu'il ait utilisé une seule attaque pour arracher les bras de Kurosawa, Iron Man remarque qu'il ne peut plus se régénérer. Shinzo explique alors que c'est un effet secondaire courant lorsqu'on affronte une aura qui dépasse son niveau de compréhension. Pour une raison inconnue, cela ne fait qu'accroître la soif de victoire de Kurosawa, et après quelques secondes d'échange de coups, il se rend compte que le sang de Shinzo peut l'aider à se régénérer. Au moment où il vise directement son bras en sang, Shinzo le remercie d'avoir libéré le sang et procède calmement à lui trancher la tête avant d'appeler les autres pour leur dire qu'ils n'ont plus à s'inquiéter d'Iron Man version bas de gamme. À ce moment-là, un autre groupe d'hommes de main l'aperçoit. Mais alors qu'ils essayent d'attaquer, leur tête explose. Après que Makoto ait dit à Chacha qu'ils auraient dû installer les bombes dans chaque sujet de test, Chacha demande si c'est vraiment nécessaire de tous les faire exploser après des années de recherche. Et Makoto répond en disant qu'ils n'ont aucune importance pour lui tant qu'il a la mère de Mutsumi. De retour dans l'hélicoptère, Shion comprend enfin ce que Makoto a prévu et leur explique qu'il a stocké plusieurs tonnes de Hazakura au point le plus bas de la base avec l'intention de tout faire exploser une fois la capacité maximale atteinte. Elle explique en outre qu'il prévoit d'empoisonner les océans et de laisser le poison se répandre lentement vers les régions côtières, d'où émergera une nouvelle vague d'humanité après des années de sélection naturelle. Après avoir dit qu'ils ont 30 minutes pour empêcher l'explosion, elle tente à nouveau de pirater le système. Mais Chacha prend le contrôle de son casque à la place et dit qu'il sait qu'elle dépend de la source d'énergie de son ennemi pour prendre le contrôle total de leur système. À ce moment-là, Onuma coupe la dernière source d'énergie et Chacha se prépare à faire exploser l'esprit de Shion avec le sien. Mais à la dernière seconde, Kengo réactive l'une des sources d'énergie et dit à Shion de ne pas s'inquiéter avant de déployer ses clones pour échapper à Aonuma. Avec l'aide de Shion, il parvient à rallumer toutes les sources d'énergie. Mais juste avant d'atteindre la dernière, Onuma active son Hazakura et l'atteint juste à temps pour l'affrontement final. À ce moment-là, Shion provoque une coupure de courant momentanée et Kengo en profite immédiatement pour révéler son clone d'Onuma avant de semer la confusion chez lui et Chacha afin qu'il cesse de se faire confiance. Après que Kengo a décidé d'activer pleinement ses pouvoirs, Shion atteint la capacité maximale avec le casque et active les siens également. L'instant d'après, Kengo retrouve le véritable Onuma et commence à lui raconter chaque détail de son enfance misérable, le poussant à perdre complètement le contrôle. Alors qu'Onuma tente de l'étrangler, il le ramène à ce qu'était sa vie dans la rue avec sa grand-mère, avant qu'elle ne se sacrifie une nuit d'hiver terrible pour le garder au chaud. Ce souvenir de ce jour fait peu à peu perdre le contrôle de ses émotions à Onuma. Mais Kengo profite de cette occasion pour faire appel à son humanité, jusqu'à ce qu'il décide enfin d'abandonner le côté obscur et présente ses excuses à Chacha. C'est alors que Chacha se rend compte qu'il est observé par une intelligence supérieure. Alors Shion lui dit de ne pas être si surpris et ajoute qu'il aurait dû essayer de se trouver une vie pendant qu'il en avait encore l'occasion. Après l'avoir fait exploser avec la salle de contrôle, Kyoichiro et Taiyo arrivent au dernier étage et enfoncent la porte pour retrouver Makoto, qui les attendait pour l'affrontement final. Lorsque Makoto affirme qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour sauver qui que ce soit, Taiyo s'énerve. Mais Kyoichiro lui dit que c'est un piège pour le pousser à se battre, car son corps est piégé pour déclencher l'explosion si des dégâts sérieux lui sont infligés. En entendant cela, Makoto le félicite d'avoir compris, mais ajoute qu'il n'aurait de toute façon rien pu faire car Nanao vient tout juste d'être capturé. Quelques secondes plus tôt, il venait d'aider les sujets de test à s'échapper quand Ai l'a attaqué, et Mizuki a suivi de près pour tous les assommer avec son gaz toxique. Après avoir neutralisé le poison grâce à son ADN, Nanao essaie de lui faire entendre raison et promet que ses recherches peuvent les libérer de leur dépendance à Hazakura pour survivre, afin qu'ils puissent facilement réintégrer la société. Mais Mizuki refuse l'offre et dit qu'il ne veut rien avoir à faire avec une société qu'il a laissé pourrir dans un lit d'hôpital. Après qu'Ai l'a attaqué à nouveau, Mizuki commence à s'injecter de fortes doses de poison dans le corps. Pendant qu'il souffre, Taiyo fulmine et essaie de trouver un moyen de se battre jusqu'à ce que Sui et Oga arrivent pour arrêter Mizuki et Ai. Après que Kyoichiro a également eu des nouvelles de Rin, qui vient d'arriver pour se battre aux côtés de Futaba, Taiyo retrouve de l'optimisme et décide de concentrer toute son attention sur Makoto. De retour dans le laboratoire de recherche, Ai perd soudainement le contrôle et déclenche une rafale d'attaques contre Sui et Oga tout en leur criant de ne pas lui enlever son seul foyer. Alors que Mizuki décide de continuer à empoisonner Nanao, ce dernier choisit d'activer pleinement ses pouvoirs et recouvre toute la pièce d'orbe cristallisé qui annule immédiatement tout le poison déjà diffusé. Après avoir neutralisé le poison ainsi que son bras, Oga l'appelle pour qu'il vienne voir Ai car elle s'est soudainement effondrée. En l'examinant de plus près, Sui affirme avoir déjà vu cette réaction chez d'anciens sujets de test juste avant qu'il ne perde la vie. Il lui attrape immédiatement la patte pour tenter d'extraire les effets du Hazakura. Mais son état s'aggrave brusquement. Mizuki lui dit alors qu'ils doivent équilibrer ses cellules avec celles de quelqu'un ayant une constitution génétique similaire.
Alors qu'il commence à transférer certaines de ses cellules mutées en elle, cela la guérit progressivement. Mais Nanao remarque que cela signifierait aussi la mort pour lui. Mizuki en profite alors pour leur raconter comment lui et Makoto l'ont trouvé dans un foyer abusif et se sont assurés que sa mère ne puisse plus jamais lui faire de mal avant de la recueillir. Cependant, en raison de l'addiction de Makoto à éliminer au hasard les personnes qu'il ne trouvait pas utiles, il a fini par la maintenir constamment dans la peur pour s'assurer qu'elle serait assez forte pour survivre. En entendant cela, Ai le supplie de rester. Mais il s'excuse rapidement de lui avoir fait peur et lui promet qu'elle n'a plus besoin d'impressionner qui que ce soit avant de disparaître complètement. À ce moment-là, Shion déconnecte le corps de Makoto du mécanisme de détonation. Alors Taiyo essaie de le fumer avec une puissante décharge. Mais il prend ça comme une simple douche chaude. Au moment où il essaie de déclencher la bombe avec son téléphone, Kyoichiro découpe son corps en morceaux, mais il dit à Taiyo de rester vigilant car Makoto est apparemment assez puissant pour se reconstituer. Après avoir dit que Shion a trouvé des informations suggérant qu'il est en vie depuis plus d'un siècle, Makoto l'admet et dit qu'il a commencé à faire des recherches sur leur famille après la Seconde Guerre mondiale. Après avoir dit qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'arrêter, il laisse tomber un doigt et libère une monstruosité composée de répliques de toutes les personnes qu'il a jamais modifiées, puis se dirige vers la dernière chambre pour déclencher la bombe lui-même. Cependant, Kyoichiro utilise ses toiles pour propulser Taiyo à travers la créature afin qu'il puisse se concentrer sur la défaite de Makoto. Après que Shion lui ait dit de retenir Makoto pendant 5 minutes, le temps qu'elle prenne le contrôle du système de détonation, Taiyo le plaque au sol et promet de s'assurer qu'il échoue. Mais Makoto le transperce soudainement de part en part et injecte des doses mortelles de poison dans son organisme. L'instant d'après, il utilise le pouvoir des Yozakura qu'il a volé à la mère de Mutsumi pour embrouiller l'esprit de Taiyo avec des images de son passé. Après avoir drainé presque toute son énergie, il le plaque contre le mur et commence à lui injecter encore plus de poison. Mais Taiyo parvient tout de même à riposter et lui tranche les membres. Cependant, Makoto les régénère facilement avant d'activer les cellules toxiques qu'il a implantées dans le corps de Taiyo pendant le combat. Alors que sa force vitale s'épuise lentement, Makoto électrocute ce qu'il reste de ses cellules cérébrales et décide de lui faire un dernier discours pour justifier sa mission de muter la planète entière. À ce moment-là, Mutsumi perçoit le pouls faiblissant de Taiyo à travers sa bague, alors elle la serre contre son cœur et lui transfère un peu d'énergie. Quelques instants plus tard, Makoto termine son monologue et décide d'abréger les souffrances de Taiyo. Mais après l'avoir encore enfoncé dans le sol, Taiyo se relève et libère une décharge électrique phénoménale qui déchire les bras de Makoto avant de faire exploser tous les réservoirs de Asakura. Alors qu'il tente d'annoncer à Shion que la mission est un succès, Makoto l'attaque à nouveau avant de révéler qu'il s'est en fait transformé en réservoir et qu'il ne lui reste plus qu'à se faire exploser pour que le Asakura atteigne l'océan. En entendant cela, Taiyo essaie de l'arrêter mais Kyoichiro et les autres arrivent enfin pour l'aider. Le moment suivant, Kengo lance une attaque combinée en transformant ses clones en foreuses pour percer des trous dans le corps de Makoto. Nanao répand alors ses toxines dans tout son corps pour l'affaiblir suffisamment, permettant à Futaba et Kyoichiro de lui asséner une puissante décharge sonique. Malgré cela, Makoto reste sans la moindre égratignure, ce qui les laisse tous perplexes jusqu'à ce que Taiyo réalise ce qu'il vient de faire et donne à Kyoichiro un signal que lui seul peut comprendre. Après que Kyoichiro ait alors dit aux autres de se mettre en position pour une nouvelle attaque avec Taiyo en tête, Makoto le traite d'idiot pour avoir mis le plus faible d'entre eux devant. Cependant, après que Futaba ait propulsé Taiyo dans les airs, Kengo crée une multitude de clones pour le déstabiliser avant que Futaba ne commence à faire pleuvoir d'innombrables balles de roche. Alors que Makoto leur rappelle que des matériaux ordinaires ne peuvent pas le transpercer, Kyoichiro leur dit d'intensifier les attaques pour le distraire du fait que l'une des balles est en réalité Kyoichiro lui-même, qui vient d'être projeté vers l'étage secret en dessous de lui, là où le corps de la mère de Mutsumi est conservé. Au moment où il aperçoit la capsule utilisée pour la conserver, il remarque une toile de fils qui y sont reliés. Et après en avoir touché un seul, Makoto s'y connecte psychiquement pour lui dire que couper un seul de ces fils entraînera une explosion suffisamment puissante pour le détruire. Cependant, Taiyo décide tout de même de se sacrifier en arrachant les fils en lambeaux et en faisant exploser tout l'étage, laissant Makoto sans assez de sang Yozakura pour maintenir sa forme actuelle. Pour s'assurer que son plan réussisse, il tente rapidement de se faire exploser, mais Futaba absorbe la déflagration et tandis que les autres l'attaquent tour à tour, Taiyo utilise l'effet de durcissement que Ban lui a appris pour rester en vie. Après avoir rejoint le combat pour porter le coup final à Makoto, il emmène Kyoichiro dans la chambre froide afin qu'il puisse porter le corps de leur mère. En seulement quelques heures, Makoto est transféré dans une cellule de haute sécurité, tandis qu'Ai et les autres sont envoyés dans des centres de rééducation pour leur réhabilitation.
Quelques jours plus tard, Taiyo tente de reprendre sa vie normale dans le manoir, mais après avoir vu Mutsumi en robe de mariée, Kengo change sa tenue pour un smoking, avant que Futaba et les autres ne lui disent de se préparer pour un vrai mariage. Après que Ban et Keiko soient également arrivés pour la cérémonie, ils passent le reste de la journée à célébrer les tourtereaux avec une bande d'amis du milieu souterrain. Maintenant que les pouvoirs de Taiyo sont pleinement activés, pourra-t-il enfin s'occuper de Mutsumi sans avoir à s'inquiéter de son grand frère psychopathe? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire sur votre frère ou sœur Yokozura préféré, et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer des résumés comme celui-ci.